Bonjour. Alors, j'ai décidé de te lire 4 articles très intéressants sur la situation de la femme Asperger et je vais mettre les liens dans la description de la vidéo. Alors, on commence. Parce que, c'est chaud. Adulte autiste. Désolé, pas de diagnostic pour toi dans le Off-Post. Contributeur, c'est par Marie-Josée Courdeau, autiste conférencière et utopiste assumée. Ça a été publié en juillet 2014, mais c'est quand même très pertinent. Voilà. Ce que j'ai galéré, sans relâchement aucun, durant des années, afin de parvenir à me connaître enfin. Ah, cette sacrée du connais-toi toi-même. On le psalmodie sur toutes les tonalités, dans toutes les langues, du mandarin au néerlandais, et on le fredonne à travers tous les rythmes hétéroclites du monde. Cette quête bénie s'est montrée ardue et éminemment longue pour moi. Être ou ne pas être autiste, telle a été la question. En 2009, la quarantaine avait déjà chaussé ses pantoufles défraîchies et s'était installée à demeure dans ma vie. Des cheveux blancs perçaient ma chevelure. Des ridules de sagesse fissuraient la bordure extérieure de chacun de mes yeux, et je ressentais un déchirant sentiment qu'une large tranche de ma vie était déjà partie en vapeur derrière moi. Mais je me comprenais toujours pas. Au détour d'une recherche sur le web, sans avertissement, j'ai découvert le syndrome d'Asperger. J'ai palpé mes comportements atypiques du passé, ausculté mon esprit, disséqué ma préférence obsessive pour la solitude et l'isolement. Ça y est, je me reconnaissais enfin. Mais en bon autiste, il fallait m'assurer que mon hypothèse était indiscutablement exacte. Je suis donc une entêtée assoiffée de vérité, qu'elle soit crue ou douce. J'ai frappé avec assurance aux portes des services de santé publique. En janvier 2012, on m'a rencontré enfin après un stationnement longue durée sur des listes d'attente. Des méandres impossibles qui auraient fait capituler Astérisque lors de son périple dans la maison qui rend fou, entre guillemets. J'ai vu un psychiatre. Je dis bien que je l'ai vu car lui, il ne m'a pas vu. Il n'a pas perçu qui j'étais dans ma différence. Il n'a surtout pas apprécié cet autodiagnostic donné sur un plateau doré dont je n'attendais que l'étampe conforme, entre guillemets, le petit OK, entre guillemets, disant que ma quête de moi-même était heureusement terminée. Sans chercher à comprendre ma demande, il l'a repoussée de dédaigneux revers de la main. Pire encore, il a renoncé à me procurer un diagnostic juste et adapté à ma condition, si jamais j'avais été dans l'erreur. Des années d'attente pour arriver à ce genre de... Et je cite, « Je ne sais pas ce que vous avez, fermez la porte en sortant. » Fin de la citation. Puis, je me suis tournée vers les services privés. J'ai gratté les fonds de tiroir en quête de ma monnaie éparse, raturé les dépenses de la case loisirs et divertissements, mangé quelques grilled cheese de plus pour bannir l'achat de denrées essentiellement dispendieuses. J'ai payé de ma poche parce que les services publics ne connaissent généralement pas suffisamment bien le spectre de l'autisme pour reconnaître un adulte autiste quand on en dépose un devant eux sur une chaise droite, tout simplement. Avec les services de santé actuels, plusieurs autres adultes ont traversé le même chemin de croix que moi, se sont agenouillés aux mêmes étapes cruciales, sont retournés à la maison tête basse, sans bénédiction. Car si vous êtes un adulte considéré fonctionnel, entre guillemets, votre chance d'être diagnostiqué dépendra de l'ouverture d'esprit du professionnel devant vous, de l'année où il a entrouvert pour la dernière fois un bouquin pertinent sur le sujet, ainsi que de l'image fantasmagorique
qu'il se fait d'un autiste. Regardez 3 pouces plus haut que le vieux carrelage élimé du local, être conscient de sa différence par rapport à la norme établie, ou même juste être là, c'est le signe que vous n'êtes pas autiste, madame. Des adultes autistes, on n'en connaît pas. Ils doivent fondre au sortir de l'adolescence comme des bancs de neige sous les rayons ambrés du soleil d'avril. Car si le diagnostic est la porte d'entrée des services, c'est avant tout la porte d'entrée vers soi. Avoir un diagnostic juste et équitable est également un droit. Toute ma vie, j'ai cherché la source de ma différence, de mes malaises sociaux, la raison authentique des maladresses motrices qui m'empêchaient d'ouvrir une boîte de carton sans la transmuter en rebut inutilisable. La cause de ma souffrance intérieure dans un monde extérieur dont le fonctionnement m'était effectivement étranger, malgré une immersion totale au quotidien depuis plus de 4 décennies. Sans mon diagnostic, je serais encore mutique, sauvage et dépressive. Aujourd'hui, je me connais par cœur, j'accepte ma différence, je la gère et je la contourne parfois. Ce passage obligé est essentiel pour moi. Je suis devenue une femme solide, je bouscule mes limites et je ravitale mes forces. Pour la première fois de ma vie, j'existe entièrement, mais je ne le dois pas au service public de santé, ce qui n'est pas acceptable. Pourtant, il faut que les choses changent, car tout le monde ne peut se permettre financièrement de se tourner vers le privé pour obtenir un diagnostic. Avoir un diagnostic juste est un droit. Il l'est aussi pour des centaines, voire des milliers d'adultes qui ignorent encore à ce jour qu'ils sont sur le spectre de l'autisme. Ils cherchent encore à tâtons de l'aide et des réponses salvatrices. Mais encore faut-il savoir à quoi ressemble un adulte autiste. Les services de santé ont besoin d'une mise à jour complète. Car, comme je l'écrivais récemment, nous sommes bien loin de ressembler à Redman. Au stade où nous sommes rendus, un ajustement concret s'impose de lui-même. Pour voir des autistes assumés, confiants et consentants, je vous conseille de regarder la vidéo réalisée spontanément la semaine dernière par un groupe d'autistes. Le titre est « Les autistes et les mythes ». Pour en savoir davantage sur les problèmes reliés au diagnostic de l'autisme chez l'adulte, vous pouvez lire un article paru dans le magazine L'Express de la Fédération québécoise de l'autisme et le titre est « Diagnostic au public ou le chemin de croix d'une espie en quête de réponse ». Mon blog « 52 semaines avec un autiste Asperger » s'est terminé cette semaine. Un immense merci pour plus de 140 000 visites en un an. Alors, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Second article, Autisme Asperger, un diagnostic à l'âge adulte. Ça a été écrit par Anne May au mois d'avril 2017. Et je vais mettre, bien entendu, le lien dans la description de la vidéo. Vous êtes assis dans un restaurant, en compagnie de personnes de votre connaissance. Des gens autour de vous discutent avec plaisir et aisance. Tout en vous répétant intérieurement les attitudes et les formules d'usage, vous échangez un peu avec vos voisins de table. Si toutefois, soit dit en passant, si toutefois vous entendez du bruit, ne vous inquiétez pas, c'est seulement que je laisse vivre ma chatte. Je continue. Au bout d'un moment, vous êtes happé par la multitude de voix et de bruits environnants, par les odeurs qui se dégagent de la cuisine et des plateaux transportés par les serveurs, par les mouvements des nombreuses personnes qui se déplacent autour de vous. Vous commencez à éprouver des difficultés à suivre les conversations. Vous tortillez vos doigts, pliez et dépliez un bout de napperon, manipulez n'importe quel petit objet à votre portée. Selon votre degré de fatigue et votre capacité d'endurance de la journée, il se peut que vous vous mettiez à bouger sur votre chaise afin de tenter d'éloigner l'inconfort et les malaises éprouvés. À l'inverse, il est possible que vous adoptiez une posture de retrait proche de l'immobilisme. Dans tous les cas, vous vous efforcez de dissimuler les malaises ressentis, de même que cet ensemble de manifestations.
Ce n'est qu'une fois de retour dans votre environnement familier que vous arrivez à vous relâcher. Dans les faits, il s'agit davantage d'un effondrement que d'un relâchement, c'est-à-dire que vous aurez besoin de plusieurs heures, voire de quelques jours de repos dans la solitude afin de vous refaire et retrouver l'ensemble de vos fonctionnalités. Apaiser les sens et espacer les interactions pour se rendre disponible. Bien qu'il existe de nombreuses variantes au niveau du vécu et de l'intensité, la scène du restaurant donne un aperçu de ce qui peut se produire pour un adulte Asperger en contexte social. D'un point de vue extérieur, ces personnes peuvent paraître distantes, rudes, un brin décalé, voire snob, ou encore sembler ne pas s'intéresser suffisamment aux autres. En réalité, elles agissent non pas par facilité, caprice ou impolitesse, pas plus qu'elles ne le font exprès. D'un point de vue interne, la personne se démène et cherche des moyens de demeurer présente. Par exemple, lorsqu'une personne Asperger demande qu'on lui réserve un siège qui fait dos au mur dans un restaurant, ou mieux encore dans un coin, ce n'est pas pour son bon plaisir, c'est pour limiter les bruits, les odeurs et l'agitation visuelle qui parviennent à ses sens. Lorsqu'une personne Asperger se retire momentanément pendant une fête familiale, que ce soit pour aller cueillir des petits fruits, faire une promenade ou se réfugier quelques minutes dans les toilettes, ce n'est pas parce qu'elle est mal polie, c'est un moyen de diminuer la tension désagréable qu'elle ressent par excès de sollicitation, d'interaction et de refaire son énergie. Ces méthodes ont pour objectif de permettre à la personne de retrouver son équilibre, de se rendre davantage disponible et de participer à l'événement à la mesure de ses capacités du moment. Une trajectoire développementale. Les manifestations de l'autisme n'apparaissent pas subitement à l'âge adulte, elles suivent une trajectoire développementale. L'adulte qui éprouve des difficultés dans certains contextes sociaux a peut-être d'abord été un adolescent qui passait de longues heures enfermé dans sa chambre devant un écran d'ordinateur, une adolescente cachée derrière ses livres, un petit garçon qui faisait des crises quand sa mère passait l'aspirateur, une petite fille qui se dérobait au câlin et qui refusait de manger autre chose qu'un morceau de pain et du fromage lorsqu'elle se trouvait en visite chez des membres de la famille. Ces comportements, souvent mal compris de la part de l'entourage pendant l'enfance et l'adolescence, tendent à générer des commentaires désobligeants qui peuvent affecter l'estime de la personne, au point où il peut lui arriver de croire qu'elle n'est pas quelqu'un de bien ou encore qu'elle est inadéquate ou défectueuse. D'où l'importance de mieux sensibiliser à l'autisme et à ses manifestations, et ce, à tous les âges. Soit dit en passant, il y a plusieurs références qu'elle donne dans son texte que je ne mentionne pas, mais ils sont à la fin de son article, dont je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Se découvrir Asperger à l'âge adulte. Jusqu'à ce qu'il y a quelques années, j'étais incapable de traduire et d'exprimer ce que des situations comme celles mentionnées ci-dessus me font vivre de l'intérieur. Je remarquais des différences, mais n'arrivais pas à lire, entre guillemets, à conceptualiser avec justesse ce qui se produisait en moi dans ces moments-là. À la maison, par exemple, je ne supportais pas que mon conjoint ou ma fille ouvre ce que j'appelle une grosse lumière, entre guillemets, le matin. En parallèle, je voyais bien que cela ne leur posait aucun problème. Cette anecdote, qui se reproduisait régulièrement, était devenue un sujet de taquinerie comme d'autres du même genre. Pourtant, cette difficulté m'affectait au point où, il y a près de 10 ans, nous avons fait installer des gradateurs de lumière dans quelques pièces de la maison lors de rénovation. En réalité, il m'a fallu des années avant de prendre conscience de ce que cela me faisait vivre et d'arriver à le communiquer. Et je cite, « Allumer une lumière intense le matin me fait le même effet que de me prendre une claque au visage, cela me cause une vive douleur aux yeux. » La raison pour laquelle j'ai mis autant de temps à le comprendre est parce que je prenais le problème à l'envers.
c'est-à-dire que je me basais sur des points de référence extérieurs dont la réalité est éloignée de la mienne. Dans une scène comme celle-ci, ou comme celle du restaurant, je me disais, ces personnes baignent dans le même environnement que toi, et elles parviennent à composer avec, sans difficulté. Tu devrais donc être en mesure de le faire toi aussi. Cette pensée était renforcée par un ensemble de remarques entendues le long de mon parcours de vie. En résumé, je constatais un décalage, mais je n'arrivais pas à conceptualiser que mon système perceptif et sensoriel ne fonctionnait pas de la même façon que celui de la plupart des gens que je connais ou croise sur ma route. Inversement, aucune de ces personnes n'arrivait à le concevoir véritablement non plus. Je donne ces exemples se rapportant aux expériences sensorielles, car il s'agit d'un aspect important et pas toujours bien connu de l'autisme. Bien entendu, les différences que je remarquais touchaient d'autres sphères de ma vie, certaines en tant que force et d'autres en tant que difficulté. Avant de me savoir Asperger, je percevais ces particularités comme des éléments éparpillés impossibles à rassembler. Ne sachant pas quoi en faire, je cherchais donc à les dissimuler, tant aux autres qu'à moi-même. Apprendre son autisme participe à la connaissance et la reconnaissance de soi. C'est comme un puzzle qui s'assemble. Enfin, un diagnostic pour quoi faire. Imaginez que vous vous procurez un meuble à assembler, que celui-ci vient avec un mode d'emploi d'un autre meuble qui, extérieurement, lui ressemble, mais dont les mécanismes de fonctionnement internes diffèrent. Vous essayez de le monter à de nombreuses reprises, mais chaque fois, quelque chose cloche. Vous vous retrouvez d'une part avec des pièces en trop ou qui ne correspondent pas au plan et d'autre part avec des pièces qui manquent. Au fil des essais, en vous efforçant et en usant d'ingéniosité, le mieux que vous arriviez à faire est de donner à ce meuble l'apparence de celui indiqué dans le mode d'emploi. Imaginez que vous faites cela pendant des années. Vous finissez par développer une expertise dans l'art du camouflage. La plupart des gens qui croisent succinctement le meuble croient vraiment qu'il s'agit de celui indiqué sur le plan qui venait avec la boîte. Cependant, les gens qui côtoient ce meuble de façon régulière remarquent des différences qu'ils n'arrivent pas à se représenter. Sans compter qu'un meuble qui sert à un usage qui n'est pas le sien finit tôt ou tard par montrer des signes de défaillance et par s'user prématurément. Se découvrir autiste ou Asperger à l'âge adulte ressemble à cette métaphore. C'est se rendre compte qu'on a vécu toute sa vie en se basant sur un mode d'emploi communément admis qui ne correspond pas à son fonctionnement, à sa nature profonde. Accéder à un mode d'emploi qui nous correspond offre des clés de compréhension qui amènent à se respecter et à se faire respecter davantage, à développer des outils afin d'orienter sa vie et ses actions autrement, soit en meilleure adéquation avec nos particularités. Selon le docteur Laurent Motron, le diagnostic de TED est nécessaire avant tout parce que ce diagnostic donne à la personne la compréhension rétrospective de ses particularités et un cadre de référence pour les affronter. Pour les adultes autistes ou Asperger qui en ressentent le besoin, cette démarche est donc essentielle pour poursuivre sa vie, pour vivre mieux. Sensibiliser pour mieux dépister et mieux accompagner. Au début des années 90, alors que j'étais étudiante au cégep en technique d'éducation spécialisée, j'ai accompagné des personnes autistes dans le cadre de mes emplois d'été étudiants. J'ai aimé côtoyer ces personnes et j'ai beaucoup appris à leur contact. Il s'agissait pour la plupart de personnes non-verbales, dont la condition atteignait un degré d'intensité qui rendait difficile l'accès à une vie relativement autonome. Lorsque j'ai obtenu mon diplôme en 1992, le syndrome d'Asperger n'était pas encore connu. Pendant plus de 20 ans, lorsque je pensais à l'autisme, j'avais pour référence ces personnes croisées sur ma route. Je n'ai pris connaissance de la littérature à ce sujet qu'en 2011, lorsqu'un psychologue qui m'accompagnait en psychothérapie
m'a parlé d'un possible autisme léger ou de haut niveau me concernant. Comme de nombreux adultes Asperger, le chemin qu'il m'a fallu parcourir pour accéder à une évaluation diagnostique spécialisée s'est avéré long et semé d'embûches. J'ai finalement trouvé accueil auprès d'une ressource spécialisée au privé et j'ai obtenu mon diagnostic au courant de l'année 2015, soit près de 4 ans après le questionnement initial. Si aujourd'hui je commence à prendre la parole à travers mes écrits, c'est parce que je crois en la nécessité de sensibiliser davantage à ce sujet. Malgré les avancées qui ont eu lieu, le profil adulte Asperger n'apparaît pas toujours bien connu du grand public, ni même des professionnels généraux issus des domaines de la santé et services sociaux. Je lis régulièrement des témoignages d'adultes qui ont tenté d'aborder le sujet avec leur médecin de famille, leur psychiatre ou leur psychologue et se font dire qu'ils ne peuvent pas être concernés parce qu'ils regardent dans les yeux, qu'ils ont une vie amoureuse ou un travail. Les difficultés associées comme l'anxiété et la dépression sont vues chez ces personnes, mais en raison des apprentissages faits le long de leur parcours de vie, de même que des phénomènes de compensation et de camouflage. D'ailleurs, soit dit en passant, les femmes et les filles sont expertes dans l'art de la compensation et du camouflage. Fin de mon commentaire. Le fonctionnement autistique sous-jacent n'est pas perçu, reconnu ou suffisamment pris en compte. Je me réjouis des récentes sorties médiatiques comme celle de Louis Tay, Anne-Marie Lacharité et Frédéric Bisson, qui contribuent à faire connaître l'autisme chez l'adulte, tant auprès du grand public qu'auprès des professionnels généralistes. J'ai moi-même pu bénéficier de ces retombées, dans le sens où un reportage télévisé a ouvert le dialogue avec mon médecin de famille, qui comprend bien mieux ma réalité depuis. Pour terminer, j'aimerais partager une citation du docteur Laurent Moutron, écrite il y a 13 ans et qui me paraît toujours d'actualité aujourd'hui. Pour les TEDSD, l'apprentissage du diagnostic est un acte thérapeutique. Je suis persuadée que, loin de figer les choses, un diagnostic suivi d'un accompagnement adéquat peut faire une différence considérable dans la vie d'une personne. Et elle met des ressources utiles que vous allez avoir à ta disponibilité, puisque je vais mettre le lien de son article dans la description de la vidéo. Et elle a en tout 18 points, 18 citations qui sont mentionnées à travers son article. Le syndrome d'Asperger, ça c'est le prochain article que je veux te lire. Le syndrome d'Asperger au féminin ou l'errance diagnostique chez la femme Asperger. Le syndrome d'Asperger chez la femme est encore mal connu, bien sûr, parce que la plupart, en fin de compte, on se basait beaucoup sur les garçons et les hommes pour établir un diagnostic d'autiste ou un diagnostic d'Asperger. Il y a de fortes chances pour qu'une femme Asperger erre pendant un moment entre un diagnostic et un autre et qui lui colle à tort au moins un de ces diagnostics suivants. Je voudrais trouver le nom de la personne qui a écrit cet article-là. Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Trouble d'anxiété sociale ou phobie sociale, TAS. Trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, TDAH. Trouble obsessionnel compulsif, TOC. Trouble bipolaire, autrefois connu sous le nom de trouble maniaco-dépressif. Trouble de la personnalité limite, TPL. Trouble dépressif majeur, TDM. Syndrome de Gilles de la Tourette, CGT. Trouble de l'alimentation. Malheureusement, les femmes Asperger sont encore largement sous-diagnostiquées.
On les dira dépressives, phobiques, névrosées, bipolaires, etc., bien avant de poser un diagnostic de syndrome d'Asperger. La grande majorité des professionnels de la santé, médecins, psychiatres, psychologues, etc., ne connaissent que peu de choses de l'autisme ou en ont une vision très stéréotypée. Alors, imaginez, lorsque l'on parle de syndrome d'Asperger, qui plus est, de syndrome d'Asperger au féminin. Tony Hartwood, psychologue considéré comme l'un des meilleurs spécialistes du syndrome d'Asperger, et Judith Gould, psychologue clinicienne spécialisée dans les troubles du spectre autistique, aborde d'ailleurs régulièrement le fait que très souvent les filles diagnostiquées tardivement le soient après des décennies de faux diagnostics ou de diagnostics s'étant arrêtés aux comorbidités. La raison pour laquelle les femmes se retrouvent souvent non diagnostiquées est que les critères de diagnostic sont depuis toujours basés sur les manifestations que l'on retrouve chez l'homme ou le garçon, alors que chez la fille ou la femme, les caractéristiques se présentent différemment. Mais comment? Pour tenter de gérer leurs différences, les femmes Asperger mettent souvent en place des stratégies de compensation. Tony Hartwood en définit 4. En cas de refoulement de leurs pensées et émotions, les femmes Asperger peuvent tomber dans un état dépressif avec culpabilité associée. 2. Fuir le réel est aussi une des solutions. Le monde imaginaire devient une échappatoire, à moins que ne soit développé un intérêt pour un autre pays, une autre culture, une autre période de l'histoire, ou pour l'univers animalier. Lorsqu'elle exprime ses émotions au lieu de les refouler, elle peut devenir arrogante, intolérante, critique. Elle peut être colérique et ruminer des envies de vengeance. Et le point 4. Les femmes Asperger peuvent aussi adopter la stratégie du caméléon pour passer inaperçues. Elles copient, imitent les autres, et notamment ceux qu'elles jugent avoir du succès en société. Sur ce point, plus leur niveau d'intelligence sera élevé, plus elles sembleront adaptées par l'appropriation d'un rôle imité dans les moindres détails. Nous sommes ici loin de visions très étroites et très stéréotypées que partagent malheureusement une forte majorité de cliniciens. Avoir le bon diagnostic, pas si simple que ça. La méconnaissance du syndrome d'Asperger au féminin fait en sorte que trop souvent, la femme Asperger se retrouve en errance diagnostique, se promenant d'un diagnostic à l'autre ou cumulant ces derniers. Il n'est également pas rare de la voir passer d'une médication à une autre, malgré le fait que ces dernières aient peu ou pas d'effet sur ces diverses problématiques, médications auxquelles elle est très sensible. Par exemple, une femme Asperger qui dirait se sentir triste et n'éprouver aucun intérêt pour les relations sociales pourrait recevoir à tort un diagnostic de dépression majeure. La même chose serait vraie d'une personne qui quitterait rarement la maison, qui aurait peu de relations sociales ou qui manquerait d'intérêt pour les activités sociales. Dans ce cas précis, le psychiatre ou psychologue pourrait regarder ces comportements atypiques et voir ces derniers comme étant des signes de dépression plutôt que des traits autistiques. Alors que le traitement pour la dépression peut être justifié, le traitement seul de cet aspect, sans se soucier de la capacité d'adaptation de la personne autiste, pourrait entraîner de la frustration, tant chez le professionnel que chez la patiente. Même chose en ce qui concerne les troubles anxieux qui sont couramment diagnostiqués chez la femme Asperger. Trop de cliniciens ne parviennent pas à différencier
l'anxiété sociale irrationnelle qui correspond à la définition du trouble et la crainte relationnelle de l'interaction sociale qui se produit lorsqu'une personne a du mal à lire le langage corporel ou à suivre une conversation dans une pièce bruyante. Dans d'autres cas, prenons par exemple celui du trouble de la personnalité limite. Les effondrements émotionnels ou autistiques, entre parenthèses, peuvent être confondus avec de l'instabilité émotionnelle. Malheureusement encore aujourd'hui, les filles sont souvent diagnostiquées avec un trouble de la personnalité limite alors qu'elles auraient dû recevoir un diagnostic du trouble sur le spectre de l'autisme. De même que certains hommes sont souvent sous-diagnostiqués avec un trouble de personnalité limite et qu'on leur donne un diagnostic du trouble du spectre de l'autisme à tort. Le trouble de la personnalité limite ou borderline, entre parenthèses, étant encore couramment vu comme un problème féminin. On peut sentir, un petit commentaire, on peut sentir le sexisme dans ces diagnostics-là. Autant plus positif pour l'homme que plus négatif pour la femme. Je continue à lire. Un grand nombre de signes ou de caractéristiques, symptômes, entre parenthèses, du syndrome d'Asperger sont similaires aux troubles de la personnalité limite conduisant à un diagnostic erroné. Ces derniers peuvent inclure un trouble de l'alimentation comme l'anorexie, de la difficulté à maintenir des relations, le fait de se sentir différent des autres et avoir des difficultés à s'intégrer, avoir des difficultés à comprendre les relations sociales, etc. De plus, le trouble de la personnalité limite est largement surdiagnostiqué chez les personnes sujettes à l'automutilation pour une raison simple. L'automutilation étant totalement absente du DSM-4 au moment où cet article fut écrit. Bien entendu, maintenant c'est le DSM-5, sauf comme critère du trouble de la personnalité limite. Certaines études ont démontré que 50% des personnes diagnostiquées avec une personnalité limite qui s'automutilent ne le sont plus si on enlève ce critère, sans compter celles qui ne sont diagnostiquées que par ce critère sans présence d'un autre. Or, justement, l'automutilation n'est plus mentionnée au sujet du trouble de la personnalité limite dans le DSM-5. Donc, l'article est plus récent que je pensais puisqu'elle mentionne le DSM-5. Cet exemple à lui seul suffit à démontrer que le trouble de la personnalité limite n'est pas encore bien défini et qu'il faudrait un petit moment aux professionnels pour mieux le diagnostiquer et le comprendre. Cependant, il est à noter que le trouble de la personnalité limite et le syndrome d'Asperger peuvent coexister. En conclusion, les filles et les femmes Asperger sont différentes, non pas sur le plan des caractéristiques de base, mais en fonction du comment elles y réagissent. Les cliniciens ont besoin d'un modèle de base cohérent afin de mieux comprendre le modèle féminin du syndrome d'Asperger et d'assurer un diagnostic précoce chez la femme, une meilleure compréhension de ce qu'elle est et l'accès pour elle à un soutien efficace. Pour le syndrome d'Asperger au féminin, comme pour beaucoup de problématiques de santé mentale, il est important d'apprendre à connaître ce qui le caractérise pour comprendre pourquoi elle réagit d'une certaine façon dans une certaine situation sera souvent la seule chose qui aidera la femme Asperger à faire la paix avec un passé parfois difficile ou douloureux, de trouver des solutions efficaces pour pallier à certaines problématiques ou comportements actuels, d'avancer pour le mieux et d'avoir une meilleure perspective d'avenir. Recherche et rédaction par Stéphanie Aube-Labbé. Dernière mise à jour le 23 janvier 2020. Et je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Maintenant, le dernier article et non le moindre,
Les adultes atteints du syndrome d'Asperger ont plus d'idées suicidaires. Publié au mois de juin 2014 par Psychomédiumé. Si vous comprenez que la femme Asperger subit de l'errance diagnostique pendant des années, bien à ce moment-là, vous allez comprendre l'importance de cet article-là, bien qu'il a été publié en 2014. Alors, je commence. Les adultes atteints du syndrome d'Asperger, qui fait partie des troubles du spectre de l'autisme, sont beaucoup plus susceptibles d'avoir des pensées suicidaires que ceux de la population générale, selon une étude publiée par le Lancet Psychiatry. Sarah Cassidy et Simon Baron Cohen de l'Université Cambridge ont mené cette étude avec 374 personnes, 256 hommes et 118 femmes, donc comme 2 fois plus d'hommes que de femmes, ayant reçu un diagnostic de syndrome d'Asperger. 2 tiers d'entre elles, soit 66%, avaient déjà eu des idées suicidaires comparativement à 17% des personnes de la population générale et 59% des personnes atteintes de troubles psychotiques selon d'autres sources de données. Un tiers, c'est-à-dire 35%, avaient déjà planifié ou fait une tentative au cours de leur vie. Celles souffrant de dépression étaient 4 fois plus susceptibles d'avoir eu des pensées suicidaires et 2 fois plus susceptibles d'avoir planifié ou fait une tentative, comparativement à celles atteintes du trouble sans antécédent de dépression. Un deuxième facteur de risque est un niveau plus élevé de traits autistiques. Les adultes atteints du syndrome d'Asperger souffrent souvent de dépression due à l'isolement social, la solitude, l'exclusion sociale, le manque de services communautaires, le manque de réussite et le chômage, souligne le professeur Baron Cohen. Leur dépression et le risque suicidaire sont évitables avec le soutien approprié, dit-il. Cette étude devrait alarmer sur le besoin urgent de services de haute qualité. Publié par Psychomédia avec source l'Université de Cambridge. Et je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Et bien, il y a également des commentaires, les dernières actualités, ainsi que vous pouvez aussi faire le test. Pourriez-vous être un adulte atteint du syndrome d'Asperger, autisme et Asperger avec le DSM-5? Certains recevront plutôt le diagnostic de trouble de la communication sociale, entre guillemets. Alors voilà, je vous laisse là-dessus, en espérant en fait que... Bon. On sait que c'est lent, la société a progressé, mais bon, au moins ceci est publié.